Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Liste des auteurs. Samer Anou, University of Balamand, Liban. Vasumati Badrinethan, Ramnarinrouia College, Mumbai, Inde. Diane Bédouin, Université Paris-Descartes, France. Margaret Bento, Université Paris-Descartes, France. Véronique Castellotti, Université de Tours, France. Kenza Cherkaoui Messin, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, France. Yin Lechoong, University Putra Malaysia, Malaisie. Martine de Rivry, Université de Paris 6, France. Fred Dervin, Université de Turku, University of Eastern Finland et Université d'Helsinki, Finlande. Magali Li Xuanchen, Université Tamkang, Taïwan. Sep Neolim, University Putra Malaysia, Malaisie. Abdelwahad Mabrour, Université Chouaib Doukhali, Maroc. Régis Machar, University Putra Malaysia, Malaisie. Ralil Mgarfaoui, Université Chouaib Doukhali, Maroc. Agnès Millet, Université de Grenoble, France. Saskia Munier, Université de Grenoble, France. Henri Portine, Université Bordeaux 3, France. Maria Roussy, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, France. Étienne Van Thien Nguyen, Université Fujian, Taïwan. Fred Dervin et Vasumati Badrinethan remercient Théodile CIREL de l'Université de Lille 3 pour son soutien financier. http://zeodile.reblique-lille3.fr/cms/parenthèse Introduction. Un appel à libérer les enseignants de langue. Fred Dervin et Vasumati Badrinethan. Imaginons pour un instant que le dialogue suivant se déroule dans une classe d'anglais à Minsk, en Biélorussie. L'enseignant A demande à un de ses élèves, B, d'improviser à partir d'un film qu'ils viennent d'étudier. A. Just tell me what happened from the beginning. B. We had been to a bar, Nice Place and I got chatting with one of the waitress and Karen weren't happy with Zach, so when we get back to the hotel we end up having a bit of a ding-dong, don't we? A. Soupire. B. She's always getting at me saying I weren't a real man. A. Wasn't a real man. B. What? A. It's not weren't, it wasn't. B. Oh. A. Go on. B. Well then I don't know how it happened, but suddenly there's a knife in my hands and you know me old man was a butcher so I know how to handle knives they learned us how to cut up a beast. A. Thought. B. What? A. Taught you how to cut up a beast. B. Yeah, well then I done it. A. Did it. B. Se met à crier, did it. Stabbed her over and over, and I looked down and she weren't. A. Soupire à nouveau. B. Wasn't moving no more anymore. A priori, les fautes qui semblent exaspérer l'enseignant dans ce dialogue quelque peu surréaliste évoquent des écarts que certains locuteurs dits natifs ou non natifs reconnaîtraient comme étant typiques d'apprenants non natifs de l'anglais. D'ailleurs, la relation de pouvoir qui s'établit clairement entre les interlocuteurs, celui qui sait et impose versus l'ignorant, caractérise souvent le contexte de l'enseignement-apprentissage des langues. Néanmoins, nous nous sommes joués de notre aimable lecteur jusqu'ici, qu'il nous excuse. En effet, même si ce dialogue se déroule à Minsk, en réalité deux natifs de l'anglais y sont impliqués. Il s'agit en fait de Sherlock Holmes et de l'un de ses clients anglais qu'il est venu défendre en Biélorussie, dans une version contemporaine des enquêtes du personnage célèbre de Sir Arthur Conan Doyle filmé pour la BBC en 2010. Face aux corrections multiples apportées par Holmes, qui ne sont pas liées à la non-nativité de son client mais à l'emploi de formes grammaticales et lexicales divergentes, il est clair que la confusion est toutefois aisée. La remarque d'Alan Davis en introduction de son fameux ouvrage sur le locuteur natif 2003/1, reflétant une certaine doxa, se trouve ici contredite. They are the models we appeal to for the truth about language, they know what the language is, yes you can say that, and what the language isn't, no that's not English, Japanese, Swahili. They are the stakeholders of the language, they control its maintenance and shape its direction. Le natif et le non-natif, des concepts à revisiter, encore et toujours ? Malgré la remise en question longtemps soutenue et souhaitée de sa légitimité par certains linguistes et didacticiens,
le natif est toujours un personnage privilégié dans l'enseignement-apprentissage des langues. En effet, il demeure la référence en matière de correction langagière, prononciation, style, culture, etc. Davis 2003/199. Dans nos didactiques et linguistiques largement fondées sur le mythe de l'homo monolinguis, Illich et Sanders 1988/52. Ce paradoxe nous rappelle le traitement de la notion de culture dans sa compréhension solide, générique, systématique et peu critique en didactique malgré le rejet massif du concept notamment en anthropologie. Wiccan 2002, Bensa 2010, Dervin 2010. Ulfaners 1999 parle de culture speak pour désigner cet emploi du mot culture. Peut-être faudrait-il inventer l'expression native speaker peak pour les concepts qui nous intéressent ici. Ceux-ci font d'ailleurs partie des termes qui troublent les didacticiens et les linguistes depuis des décennies. Ils sont souvent accompagnés d'autres notions vides, telles que culture, identité, langue maternelle. Mais il n'est pas étonnant qu'ils réussissent à subsister dans nos domaines car ils sont tous omniprésents en politique, dans les salles de classe, en recherche, au quotidien, etc. Ainsi, chaque année, l'UNESCO fête la Journée internationale de la langue maternelle même si le concept est rejeté par un grand nombre de chercheurs qui le trouvent flou et trop eurocentré, Holliday, 2010. Mais est-ce lié au fait que nous manquons de mots ou d'expressions alternatifs, Rampton, 1990/97. Ou bien pensons-nous pouvoir nous satisfaire de ces signifiants vides ? Dans les littératures scientifiques en anglais, de nombreuses discussions autour des concepts minés de non-natifs et natifs ont lieu depuis longtemps. À l'inverse, la didactique et les sciences du langage francophone manquent terriblement d'écrits critiques sur ces notions. En anglais, le natif a été largement déconstruit pour permettre de reconnaître la multidimensionnalité linguistique de chaque individu, Cook, 2007. Il est clair que les discussions autour de l'anglais lingua franca ou l'anglais langue internationale ont permis de faire avancer les choses, Jenkins, 2007. Le français, lui, reste à la traîne comme beaucoup d'autres langues, malgré les centaines de recherches et publications et les multiples appels au multilinguisme qui nous donnent actuellement la nausée. Pour Davis 2003, le concept du natif est ambigu ibidem. 2. Un modèle idéalisé ibidem. 7. Le non-natif a souvent été, mais cela est toujours vrai, diminué face au natif tout-puissant. Ainsi, pour Casper et Kellerman 1997/5, la langue du non-natif est vue comme étant déficiente face à celle du natif. C'est pourquoi il doit suivre son modèle et parler comme lui, écrire dans une forme langagière native, etc., en bref devenir l'autre. Mais comme le montre l'extrait de Sherlock Holmes, le natif lui-même peut être perçu comme ne possédant pas des compétences langagières pleines et socialement acceptables. Une question se pose alors, qui est ce natif ? Qui est le non-natif ? La dichotomie tient-elle toujours la route, Pillet, 2002/180 ? La question de la définition a-t-elle d'ailleurs un sens dans nos mondes contemporains mélangés et glocalisés ? L'idéologie qui accompagne ces concepts ne mène-t-elle pas à des politiques d'inégalité ? Holliday 2006/385. Sur ce point, nous sommes d'accord en grande partie avec Vivian Cook 2007, lorsqu'il écrit The native speaker concept has contributed to denying the rights of human beings to show their membership of particular group. C'est pourquoi les notions de multicompétence, locuteur plurilingue, avancées par Cook deviennent nécessaires et offrent une légitimité à l'enseignant, qui peut désormais se voir comme un utilisateur compétent d'une langue plutôt que porter le fardeau des failed speakers of the target language, Pavlenko 2003. Regardons rapidement ce que Davis, 2003/210-211, considère comme étant les caractéristiques d'un natif. 1. Le natif a acquis sa langue 1, L1 dorénavant durant son enfance. 2. Intuitivement, il sait ce qui est acceptable et correct en termes grammaticaux. 3. Il sait différencier les aspects grammaticaux de sa L1 de ceux d'une autre langue. 4. Il est capable de produire des discours spontanés et fluides, sa compétence communicative, production et compréhension, est variée. 5. Il sait être créatif en écriture, littérature, métaphore. 6. Il a la capacité unique d'interpréter et de traduire dans sa propre langue. Lorsqu'il tente d'analyser les compétences du non-natif, qu'il nomme L2 native speaker,
Davis se rend compte que seule la première caractéristique du natif ne peut s'appliquer à celui-ci: la langue n'a pas été apprise durant l'enfance. Pour le reste, tout est possible, selon la motivation et les possibilités offertes aux locuteurs de pratiquer la langue à l'écrit et à l'oral, dans un contexte éducatif, de mobilité internationale ou simplement de pratique de la langue en dehors d'un contexte natif. Les enseignants non natifs, qui sont souvent experts de la langue qu'ils enseignent, remplissent la plupart les critères énoncés plus haut. On trouve dans la littérature un certain nombre d'études qui se concentrent d'ailleurs sur comment les non-natifs arrivent parfois à se faire passer pour « passing » en anglais, des natifs, confère par exemple l'étude de Pillet 2002. Ce que nous dit Davis est sérieux car il contribue directement à la critique que l'on pourrait adresser au faux raisonnement comparatif, comparative fallacie, Blaise-Roman, 1983, qui guide souvent l'utilisation des termes natifs et non natifs. Souligner uniquement le biologique, et ainsi biologiser la dichotomie, est dangereux, essentialisant et écarte un aspect essentiel de la langue, le social, Rampton, 1990/98. L'exemple de Sherlock Holmes et de l'assassin Supra permet à nouveau de soutenir cette critique. Identité et légitimité des enseignants de langue. On le voit bien dans ce qui précède, la question du natif et du non-natif est souvent reliée à celle du social et donc de l'identité. Cela se reflète distinctement dans une citation de Cook, 1999, souvent reprise dans la littérature sur le non-natif. A view such adults usually fight to become native speaker, Félix, 1987/140, is like saying that ducks fight to become swans. Adults could never become native speaker without being reborn, ibidem. 187. En effet, comment proposer, demander ou exiger de la part de certains individus, la plupart des apprenants ou utilisateurs de langues étrangères en fait, de devenir un autre? Toutefois, le problème n'est pas vraiment là, être un canard ou un cygne. En effet, que ce soit chez Davis ou Cook, même s'ils sont relativement critiques face à la dichotomie, il semble qu'il y ait un malentendu dans leurs écrits. Le natif existe-t-il? Le natif fait-il partie d'un groupe aussi clairement défini qu'une volée de canards ou de cygnes? En proposant l'idée que le non-natif ne pourra jamais atteindre le statut de natif, nous sommes bien d'accord, ces auteurs ne vont pas jusqu'au bout dans leur raisonnement. Ce n'est pas parce que le non-natif n'est pas né dans le pays où l'on parle la langue apprise. Notez les guillemets sur pays car il n'y a pas d'équation entre pays et langue et vice-versa, même si la doxa veut que ce soit le cas, ni parce qu'il a un accent spécial, étranger, ou autre, une syntaxe déviante, etc., qu'il ne pourra jamais devenir natif, mais c'est simplement parce que ce natif n'existe pas. Il n'existe pas car il est pluriel, multiforme, etc. Chercher à identifier un Français, un Indien, un Finlandais, un Nouveau-Calédonien, typique ne fait plus sens, il en va de même pour le natif et non natif. Lorsque l'on parle actuellement par exemple de culture nationale, on tend vers une compréhension plus flexible, postmoderne du concept. On accepte ainsi que l'État-nation, une communauté imaginée, inventée, en parallèle avec la culture nationale, Anderson, 1991, à partir du XVIIIe siècle et généralisée dans la plupart des pays aujourd'hui, ait de moins en moins d'influence sur les individus de nos jours et que la culture nationale se soit transformée en une culture hybride, métissée, personnalisée et personnalisable, Bensa 2010. Martin Abdallah Pressey 2003, parallèle de culturalité pour désigner cet objet changeant et co-construit. Pourtant, les discours sur la langue, qui connaît les mêmes phénomènes, le concept du natif et donc du non-natif ayant accompagné la modernité, n'ont pas encore été orientés dans cette direction, du moins dans les discours politiques et quotidiens, alors qu'au jour le jour la langue vit, se réinvente, alterne avec d'autres morceaux de langue, se mélange aux autres langues, est correcte, incorrecte, etc. La Plantine et nous, 1997. Mais tout comme la culture nationale, nos rapports aux langues sont contradictoires. Pour Goljak 2009/140, les sociétés européennes sont dans un entre-deux. Les vestiges de la société industrielle, territorialisée, disciplinaire, moderne, hiérarchisée, coexistent avec le développement de la société liquide, globalisée, polycentrée, hypermoderne. D'où une tension permanente entre fluidité et fixation, ordre et désordre, stabilité et liquidité. Les notions de natif et non natif concourent nettement à cette tension.
Afin de s'identifier, de construire le soi et l'autre, chaque individu a besoin d'une altérité. Sans l'autre, il n'existe pas et vice-versa. Cet autre peut lui ressembler, ou lui donner l'impression qu'il lui ressemble, mais aussi être différent, ou lui donner l'impression qu'il est différent. À travers ces tensions, les interlocuteurs se construisent, se rassemblent ou s'excluent et cela de façon souvent instable. Les concepts de natif et non natif font partie de ces aspects de l'identité qui permettent de jouer à ce jeu. Davis 2003/213. Les rapports sociaux sont d'ailleurs inéluctablement dans des rapports de pouvoir, Foucault 1994/126. Cela signifie que les interlocuteurs doivent être capables d'objectiviser des ressemblances et différences pour exister socialement. Dans des contextes de rencontres interculturelles officielles comme informelles, les politiques de l'identité se fondent souvent sur la dichotomie natif-non-natif, Dervin 2008. Dans son étude sur le passing, Pillet 2002, souligne que lorsqu'un non-natif tente de se faire passer pour un natif et qu'il se fait débusquer, il est souvent considéré comme un imposteur ou un espion. On ne peut pas être dedans, insider, et dehors, outsider. La fidélité aux langues et l'authenticité pèsent donc encore beaucoup sur nos attitudes face à l'autre et au soi linguistique, Rampton 1990. Ce sont là les deux plus gros obstacles auxquels le combat contre les concepts de natif et non natif fait face. Il est donc clair que même si a priori pour certains chercheurs et penseurs, nous sommes entrés dans une ère postmoderne, hypermoderne, surmoderne, etc. Dervin et Lianlikova 2008. Les caractéristiques de la modernité demeurent, comme nous le rappelait Goyelak plus haut. Ainsi, l'objectivisation, la territorialisation et la hiérarchisation des identités linguistiques et les croyances qui les accompagnent continuent à battre leur plein. Il est intéressant de noter au passage que la plupart des gouvernements, à travers les ministères de l'éducation et les institutions éducatives, participent à ce malentendu en favorisant le natif dans le recrutement pour certains postes qui leur sont réservés. À l'université finlandaise par exemple, cette dichotomie se retrouve également dans les titres universitaires, en finnois, pour certains postes d'enseignants qui seront intitulés soit poste pour finnophone, égal finlandais, soit poste pour enseignant de français natif, égal de façon générale un français. Nous n'avons traité jusqu'ici que du niveau macropolitique. Mais qu'en est-il des enseignants eux-mêmes et de leurs étudiants ? On remarque rapidement que les discours qu'ils tiennent directement ou pas sur les questions identitaires sont souvent en phase avec les autres discours. Certains chercheurs anglophones ont tenté de proposer des alternatives pour régler la question des étiquettes et ainsi pour permettre aux enseignants d'éviter les déceptions et malentendus liés aux questions de nativité, non-nativité. Vivian Cook 2007 a ainsi proposé d'écarter les termes natifs et non natifs, et de substituer ce dernier par L2 users, utilisateurs d'une L2. Lorsqu'il a tenté de présenter cette idée à des enseignants, voici la réaction à laquelle il a dû souvent faire face. In my own experience with talking to group of teachers about the shift from native speaker to L2 usable, some feel insulted because I have undermined a lifetime goal, others feel liberated by knowing that they have value in their own right rather than in relationship to native speaker. De son côté, Jennifer Jenkins, l'une des grandes spécialistes de l'anglais lingua franca qui en a suggéré une approche phonologique, relatait lors d'une conférence en Finlande qu'elle avait reçu des messages très agressifs de la part d'enseignants de tous les coins du monde. Il accusait de détruire l'anglais en transformant sa prononciation standard, et surtout en proposant d'introduire des formes langagières jusqu'ici considérées comme incorrectes dans L'. Enseignement-apprentissage, confère Jenkins 2009. On retrouve ici ce que Descristal avait dénoncé dans son ouvrage de 2006 à propos de l'attitude tolérance zéro en Angleterre face à certains phénomènes instables langagiers tels que la ponctuation, pour laquelle la journaliste et critique littéraire Lynn Truss, par exemple, 2008, a fait campagne. Mais il y a des exceptions. En Inde par exemple, les enseignants indiens n'ont pas vraiment d'objection à la distinction natif-non natif, car celle-ci est valorisante et donne indirectement une légitimité à l'enseignant. Badrinetton, 2007. Vouloir imiter le natif, vouloir parler comme un natif, font souvent partie du discours des enseignants et tout succès professionnel est un pas en avant vers cet idéal. En plus, le français est considéré comme venant de l'extérieur, donc le clivage de l'insider-outsider est d'emblée créé et vu dans un sens positif.
L'absence de la distinction natif-non natif pourrait donc offusquer certains enseignants car cela les priverait de l'idéal à atteindre et d'une comparaison valorisante. Il semble donc que de la part d'un certain nombre d'enseignants non natifs, la dichotomie natif-non natif demeure une priorité et que les appels au changement représentent des menaces pour eux, même s'ils leur permettraient de renforcer leur légitimité. Les enseignants non natifs contribuent ainsi aussi à la mythification du natif. N'oublions pas que les enseignants natifs eux aussi ont souvent un rôle à jouer dans le maintien de la dichotomie et des rôles. Dans certains contextes postcoloniaux, les enseignants non natifs sont les seuls à enseigner les langues. De surcroît, ces enseignants sont parfois natifs de la langue qu'ils enseignent, mais la variété qu'ils parlent diffère de celle pratiquée au centre. Le paradigme de Kashrou 2006, des cercles intérieurs, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, extérieurs, Hong Kong, Inde, certains pays africains tels que le Kenya ou le Ghana, et en expansion, tous les pays qui utilisent l'anglais comme lingua franca par exemple, des utilisateurs de l'anglais peut d'ailleurs servir à se rendre compte de la diversité des contextes et des expériences des enseignants non natifs. En effet, par exemple pour le français, il est clair que l'enseignant non natif qui vit en France, cercle intérieur, au Maghreb, cercle extérieur, ou en Inde et en Finlande, cercle en expansion, sera confronté à des conditions différentes qui auront un impact non seulement sur son enseignement, histoire, présence de natifs, pratique de la langue au quotidien en dehors des contextes éducatifs, etc., mais aussi sur sa légitimité, son identification et ses attitudes face à cette langue, confère Johansson et Dervin 2009. En fait, même le paradigme des cercles peut être menaçant et susceptible d'augmenter le clivage, Mufwen 2001 sur 139. The danger of subscribing to such a position lie in us linguists perpetuating bias similar to the distinction inner circle versus outer circle, which presents some varieties a peripheral or marginal, and in accepting distinctions which are social but not academic nor useful to understanding language evolution. La même précaution devrait être prise avec les apprenants. En général, leurs attitudes face aux enseignants natifs et non natifs pourraient se résumer par ce que dit l'étudiante roumaine suivante. Le prof natif me sert à rechercher les mots adéquats pour exprimer mes idées, opinions, etc. Je me familiarise avec la sonorité, avec le caractère musical de la langue française. Le prof non natif peut m'expliquer quelle est la différence entre certaines expressions ou problèmes de grammaire vocabulaire. D'ailleurs, dans de nombreux contextes d'enseignement-apprentissage, les tâches entre natifs et non natifs sont divisées dans ce sens. Est-ce que cette étudiante est influencée par ce partage ? A-t-elle essayé d'apprendre la grammaire avec un natif, ou de pratiquer la langue avec un enseignant non natif ? Rares sont les départements de langue à l'université qui ont essayé. De nombreux enseignants non natifs, qui ont fait leurs études dans la langue qu'ils enseignent et dans laquelle ils écrivent souvent mieux que dans leur L1, refuseraient d'échanger les rôles et vice-versa. Mais cela concerne surtout les universités qui ont la possibilité d'embaucher des natifs, et donc de les attirer. Pour les autres, les non-natifs enseignent aussi l'oral et l'écrit. Écoutons d'autres étudiants sur la différence entre l'enseignant natif et non natif. Les enseignants natifs. Le français des Français est le véritable français. Ils parlent cette langue correctement couramment sans faute, ils ne font pas de faute de grammaire, leur prononciation est plus facile, on apprend plus de choses, le français vivant, prononciation et expression, grammaire, vocabulaire, ils véhiculent la culture française par leurs gestes, postures. Les enseignants non natifs. Ils parlent le français des livres et des manuels. Ils utilisent parfois des expressions du livre mais qui ne sont pas utilisées par les natifs. Leur accent me dérange, c'est difficile d'améliorer la prononciation avec eux. Je trouve gênant d'entendre du mauvais français ou de voir des fautes. Les erreurs des non-natifs peuvent s'ancrer dans la mémoire. Ces remarques et la vision idéalisée du natif sont connues de tous. Elles reflètent une certaine attitude et des imaginaires envers ces deux groupes d'individus. Mais vous placez par exemple le client de Sherlock Holmes dans ces deux groupes ? En les lisant, on se rend facilement compte que la question des politiques identitaires est centrale. L'enseignant non natif peut accompagner la transformation en aidant avec les fondations, grammaire, vocabulaire, mais c'est bien l'enseignant natif qui fait vivre ou émerger une identité authentique, mais imaginaire, dans la langue apprise pratiquée. Leurs légitimités sont clairement compartimentalisées.
Faut-il tuer le natif pour libérer l'enseignant non natif et vice-versa? Cette question polémique issue tout droit d'un mauvais talk-show n'a pas de sens. En effet, pour tuer le natif, il faudrait déjà que celui-ci existe. Rappelons ce que nous affirmions au début de cette introduction. Il n'y a pas un natif mais des locuteurs pluriels et divers qui adoptent parfois des stratégies langagières spécifiques selon les contextes et qui modifient les formes langagières selon les interlocuteurs. Si l'on tient vraiment à se débarrasser du natif, et ainsi du non-natif, l'un ne va pas sans l'autre, un changement d'attitude et de conception est donc nécessaire. Pour ce faire, une éducation à la non-nativité, ou simplement à la langue dans sa compréhension liquide, est donc vitale. Pour revenir à la question de l'identité, vouloir acquérir une identité authentique de natif n'est-il pas un objectif vain, une sorte de Graal que l'on ne pourra jamais atteindre? Au lieu de tenter de solidifier cette identité en copiant un modèle idéalisé et imaginaire, Dervin 2008, et en circonscrivant les libertés de l'individu à co-construire qui il est, pourquoi ne pas laisser cette identité comme elle est, mouvante, en co-construction, contextuelle, etc., et limiter sa solidification? Je veux parler comme un vrai Parisien. Cette transformation devrait bien évidemment s'accompagner d'un travail sur l'exercice de pouvoir engendré par toute rencontre. Si je parle avec tel accent ou si je fais telle erreur typique, des locuteurs de ma L1, que va-t-il se passer, surtout si je suis dans une position inférieure? Qu'est-ce que l'autre peut penser? Comment va-t-il me catégoriser? Quelles sont les conséquences potentielles sur mon identité? Comment devrais-je réagir? En outre, toute une réflexion sur les possibilités de parler différentes variétés de la langue utilisée est essentielle. Tout comme je parle différemment dans ma L1 selon les contextes et interlocuteurs, je devrais apprendre à faire de même dans une autre langue. Davis propose que les attitudes des enseignants de langue doivent être la première cible pour permettre ces changements 2003 sur 210-211, car ils transmettent eux-mêmes un certain nombre de mythes sur les positionnements des natifs et des non-natifs sur le marché des langues auprès de leurs étudiants, qui les influencent grandement. Cela nécessiterait une modification discursive des programmes officiels, des formations enseignantes mais aussi des études en langue. À propos des programmes officiels, il demeure une emphase sur le natif, apprendre à communiquer avec un natif, qu'il faudrait déminer. Cook 2002, de son côté, nous permet de poser une question centrale qui pourrait permettre de désamorcer la thématique à la fois du côté des enseignants et des apprenants. Pourquoi apprend-on une langue? Il voit 6 réponses à cette question. Le développement personnel, l'amélioration des processus cognitifs, le retour sur la L1, l'entrée dans une autre culture, pour certains la pratique d'une religion, arabe, hébreu, anglais, la communication et la promotion de la paix et la communication interculturelle. En aucun cas, l'un des objectifs proposés est de devenir un autre, de se transformer en une personne imaginée imaginaire. Cet objectif, imposé implicitement ou explicitement, doit être chassé des salles de classe, car c'est un des canulars les plus néfastes dans l'enseignement-apprentissage des langues. Mais le chemin est encore long avant que ce rêve ne devienne réalité, avant que la bataille soit gagnée. Pour l'instant, les termes natifs et non natifs existent et coexistent, fatalement attachés l'un à l'autre comme des jumeaux siamois. Un changement terminologique serait-il aussi salutaire? Parler ainsi d'experts plutôt que de non-natifs, Rampton 1990, ou d'utilisateurs de L2, Davis 2003, sert-il à libérer les enseignants de langue? La question est difficile car on rejoint ici dans un sens la problématique du politiquement correct, PC. On en voit les résultats. Le PC est souvent perçu comme étant condescendant et ne modifie pas forcément les attitudes. Il n'y a pas vraiment de réponse tranchée. La problématique des étiquettes est importante néanmoins, et c'est pourquoi il est important que chercheurs, enseignants et responsables administratifs utilisent ces termes avec attention, ou tentent simplement de les éviter pour toutes les raisons exposées depuis le début de cette introduction. Présentation de l'ouvrage. Cet ouvrage rassemble 17 chercheurs issus de plusieurs espaces géographiques, France, Liban, Malaisie, Maroc et Taïwan, qui adoptent des points de vue critiques envers les concepts de natifs et non natifs. Il se compose de 3 parties. 1. Problématiser l'identité et la légitimité de l'enseignant non natif. 2.
L'enseignant non natif vu par les apprenants, 3. L'enseignant non natif vu par les corps enseignants. La première partie complète cette introduction en examinant les deux concepts centraux de natif et non natif. Dans le premier chapitre, Véronique Castellotti propose de dénativiser l'enseignement des langues. Elle constate d'abord que les représentations des vraies langues et de leurs vrais locuteurs pèsent lourdement dans nos sociétés contemporaines. Fondée sur diverses études, le chapitre donne d'abord des exemples témoignant de ces représentations, avant de s'interroger sur les idéologies sous-jacentes. Est ensuite examinée la notion de compétence plurilingue et pluriculturelle, et les façons dont celle-ci peut contribuer à dénativiser l'enseignement des langues. Quelques pistes sont proposées en conclusion, invitant à réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour construire, en partant de la diversité constitutive des situations et des individus, une réflexion contextualisée dans la perspective d'une éducation plurilingue et interculturelle. Dans Le natif comme enseignant de langue, mythe et réalité, Henri Portine participe également au déminage des concepts de natif et non natif. L'auteur s'appuie sur la notion de sujet pour définir le rôle de l'enseignant de langue et parcourt tout un ensemble de notions correspondant à une forme de sujet moyen. Native speaker, sujet épistémique, sujet énonciateur, sujet cognitif, sujet apprenant. Portine examine également l'opposition entre enseignant natif et enseignant non natif, à travers les concepts de self-monitoring et de l'unité du sujet. Il souligne à partir de là le non-fondement de cette opposition. Tout comme Castellotti, l'auteur propose alors une formation de l'enseignant de langue étrangère ou seconde afin d'en faire des sujets énonciateurs et épistémiques cognitifs éclairés. Le troisième chapitre, rédigé par Martine de Rivry, pose des regards critiques sur la valeur associée à l'anglais et au français, liée aux diverses hiérarchies sociales et internationales, et sur son influence sur les enseignants de langue. Elle démontre, à partir d'études sociologiques menées en France, que la catégorie linguistique du natif a une valeur sociale très solide dans les représentations concernant les enseignants de langues étrangères, quelle que soit la langue apprise. L'analyse d'entretiens effectués auprès d'enseignants d'anglais, natifs et non natifs, lui permet aussi de confirmer la plus grande légitimité actuelle dont jouissent les enseignants natifs face aux non-natifs, qui sont parfois même plus diplômés. Margaret Bento signe le 4e chapitre intitulé « Les enseignants natifs dans les approches plurilingues, un atout ?» et propose d'approcher la question de l'enseignant natif-non natif d'un point de vue différent. L'auteur fait remarquer pour commencer que le cadre européen commun de référence insiste amplement sur le développement de la compétence plurilingue des individus, et que depuis une trentaine d'années, les recherches sur les approches plurilingues dans l'enseignement-apprentissage des langues se multiplient. Ces approches suggèrent un changement de point de vue. La langue 1 ne serait plus perçue comme un obstacle à l'apprentissage d'une autre langue mais bien comme un tremplin, à travers notamment la mise en place de démarches de réflexion translinguistique pour passer d'une langue à l'autre. Bento propose alors que l'enseignant non natif ou qui connaît bien la langue des apprenants dispose d'un avantage. Comparaison interlinguale, développement de la réflexion métalinguistique. Ainsi, la question des compétences des enseignants dans les approches plurilingues se pose moins en termes de natif-non natif qu'en termes de monolingue, bilingue ou plurilingue. Les deux parties suivantes permettent d'illustrer les points soulevés dans l'introduction et la première partie de l'ouvrage en examinant comment l'enseignant non natif et l'enseignant natif en même temps est perçu par les apprenants, 2. Et par les enseignants eux-mêmes, 3. Diane Bédouin ouvre la deuxième partie avec une contribution qui traite d'un contexte particulier, celui de l'apprentissage de l'anglais d'apprenants atteints de surdité. Les cours auxquels ils assistent sont des cours d'anglais et non pas des cours de British Sign Language, BSL, ou d'American Sign Language, ASL. Selon Bédouin, s'intéresser à l'enseignement-apprentissage de l'anglais dans ce contexte permet de revisiter la dichotomie enseignant natif et non natif. À partir d'une enquête par entretien et observation auprès d'enseignants d'anglais en France, l'auteur montre que les enseignants de langue non natifs bénéficient d'un avantage par rapport aux enseignants natifs dans ce contexte. Un enseignant d'anglais non natif mais qui a une certaine maîtrise de la langue des signes tire sa légitimité, aux yeux de sa hiérarchie, de ses élèves et à ses propres yeux, non seulement de sa maîtrise de l'anglais, mais aussi de sa connaissance du monde des sourds.
L'article qui suit interroge les représentations sur l'enseignant non natif en Malaisie. Les auteurs, Régis Machar, Lim Sep Neo et Chong Yin Lei, présentent un contexte plurilingue peu connu dans la littérature francophone et soulignent qu'alors que de nombreux Malaisiens sont bi- ou trilingues, la question de savoir qui est locuteur natif ne se pose que rarement dans ce contexte. Mais qu'en est-il lorsqu'on interroge des apprenants de langue sur leur perception de l'enseignant ? 120 étudiants malaisiens d'allemand et de français ont été soumis à un test d'association de mots par les auteurs. Les résultats montrent que les représentations sur les enseignants non natifs ne se distinguent guère de celles sur les enseignants natifs. Selon Machar, Lim et Chong, les enseignants natifs ne représenteraient qu'un sous-groupe de la catégorie enseignants, ni discriminés, ni privilégiés par les apprenants. Magali Li Xuanchen et Étienne Van Thien Nguyen proposent d'aborder le sujet du point de vue des apprenants taïwanais. Comment les apprenants perçoivent-ils les rôles des enseignants francophones et sinophones ? L'étude des auteurs, basée sur 2 universités taïwanaises, permet de comprendre que pour les apprenants taïwanais, l'apprentissage du français reste prioritairement un objet d'étude plutôt qu'un outil de communication. Même si la tendance est d'attribuer des cours de grammaire aux enseignants taïwanais et des cours de conversation aux enseignants francophones, les enseignants sinophones sont préférés en raison de leur connaissance du mandarin, langue qui facilite l'apprentissage. Les auteurs concluent que la dichotomie natif-non natif ne joue pas vraiment dans ce contexte. L'accent est plutôt sur l'enseignant bilingue compétent en français et en mandarin. Agnès Millet et Saskia Munier ouvrent la 3e partie de cet ouvrage en évoquant la question de légitimité des enseignants non natifs en France dans un domaine hors du commun, celui de la langue des signes française. Les auteurs placent la problématique natif-non natif et l'opposition langue gestuelle-langue orale dans le cadre de la surdité. Au sein de ce contexte spécifique, la connotation associée aux mots natif-non natif, langue étrangère et langue maternelle assume une dimension toute différente selon la tradition, oraliste ou gestuelle, dans laquelle l'enseignant a été élevé. Pour les auteurs, les termes langue maternelle et natif seraient largement inappropriés pour comprendre les rapports entre les locuteurs et leur langue. À partir des entretiens qui permettent d'étudier les représentations des enseignants, les auteurs démontrent que le contexte de la surdité pousse à reconsidérer la définition des termes langue maternelle et langue étrangère. Les questions de légitimité et d'identité prennent des contours différents et intéressants dans ce contexte. Samer Hanou s'interroge sur la légitimité des enseignants non natifs d'anglais au Liban. Il part de la notion de native speakerism, qui idéalise le rôle du locuteur natif et le place sur un piédestal comme modèle à imiter. L'auteur analyse à quel point la notion du locuteur idéal agit sur les identités professionnelles des enseignants non natifs libanais. L'étude révèle que le native speakerism est une notion très acceptée et bien intériorisée par les enseignants non natifs libanais. Maria Roussi et Kenza Cherkaoui Messin proposent d'étudier l'insécurité linguistique dans une optique sociolinguistique. Les auteurs s'appuient sur les réactions des enseignants grecs du français à travers une étude qualitative. L'enquête leur permet de voir comment les enseignants grecs négocient l'insécurité linguistique, provenant notamment d'une image idéalisée dont jouit l'enseignant natif en Grèce. Elle démontre comment cette insécurité les met dans une situation paradoxale, servant à la fois à les motiver à faire mieux d'un côté, et à redéfinir leur identité professionnelle, et leur donner une légitimité qui va au-delà de la seule compétence linguistique de l'autre. Abdelwahad Mabrour et Ralil Mgarfaoui regardent de près le contexte marocain dans les écoles à travers la perception des apprenants, des enseignants et des administrateurs. Alors que certains acteurs reconnaissent la supériorité linguistique des enseignants natifs, les compétences des enseignants non natifs sont également valorisées. Les auteurs découvrent une situation où le natif n'est pas particulièrement idéalisé, même si l'on lui attribue quelques avantages. Une connaissance de la culture marocaine se révèle également importante chez l'enseignant de langue étrangère. Bibliographie. Abdallah Pressey, Monsieur 2003. Formé et éduqué en contexte hétérogène. Paris, Anthropos. Anderson, B. 1991. Imagine Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, Verso. Badrinetton, V. 2007.
Identité professionnelle et autonomie des enseignants non natifs du FLE, le cas de l'Inde. Thèse de doctorat. Université de Lille 3, France. Bensa, A 2010. Après Lévi-Strauss. Pour une anthropologie à taille humaine. Paris, Textuel. Lèvreman, R 1983. The Comparative Fallacy in Interlanguage Studies, The Case of Systematicity. Language Learning, 33-17. Cook, V 1999. Going Beyond the Native Speaker in Language Teaching. TESOL Quarterly, 33, 185-209. Cook, V 2007. The Goal of ELT, Reproducing Native Speaker or Promoting Competence Among Second Language Users? In Cummins, J. Esperluet C. Davison, accent aigu DS. Handbook on English Language Teaching. Dordrecht, Kluwer 237-248. Cook, VJ 2002. Language Teaching Methodology and the L2UZ Perspective. In VJ. Cook Édition. Portrait of the L2UZ, Clevedon, Multilingual Matters 1-28. Crystal dès 2006. The Fight for English. How Language Pundy ATE, Shot and Left. Oxford, OUP. Davis, A 2003. The Native Speaker, Myth and Reality. Clevedon, Multilingual Matters. Dervin, F. Esperluet Alian-Likova, 2008. Regard sur les mondes hypermobiles. Paris, L'Harmattan. Dervin, F. 2009. Le français lingua franca comme idéal de communication interculturelle? Synergie Europe 4, 139-154. Dervin, F. 2010. Pistes pour renouveler l'interculturel en éducation. Recherche en éducation. Numéro spécial sur la formation à l'interculturel et les pratiques interculturelles en milieu scolaire. Regard critique, Coord. Driss Alaoui, 32-42. Lervin, F. édition. 2010. Lingua francas. Paris, L'Harmattan. Foucault, Monsieur 1994. Histoire de la sexualité, tome 1, La volonté de savoir. Paris, Gallimard. Gaulle-Jacques, V. de 2009. Qui ai-je? Paris Seuil. Anners, U 1999. Reflections on Varieties of Culture Speak. European Journal of Cultural Studies, volume 2, numéro 3, 393-407. Holiday, A 2006. Native Speakerism. ELT Journal, volume 60 car, 385-387. Holiday, A 2010. Intercultural Communication and Ideology. London, Sage. Illich, I. Esperluet B. Sanders, 1988. ABC. The Alphabetization of the Popular Mind. North.press. Jenkins, J. 2007. English a Lingua Franca, Attitude and Identity. Oxford, Oxford University Press. Jenkins, J. 2009, English a Lingua Franca, Interprétation and Attitude. World Englishes 28-2, 200-207. Johansson, Monsieur Esperluet F. Dervin 2009. Cercle francophone et français Lingua Franca, pour une francophonie liquide. International Journal of Francophone Studies, 12 385-404. Cacheroux, BB 2006. World Englishes and Culture Wars. In BB Cacheroux, Y. Cacheroux et C.L. Nelson ed. The Handbook of World Englishes. Oxford, Blackwell Publishing Ltd, 446-471. Casper G. Esperluet Kellerman, ed. 1997. Communication Strategies, Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspective. Harlow, Longman. Laplantine, F. Esperluet Anous, 1997. Le métissage. Paris, Flammarion. Mufwen, F. 2001. New Englishes and Norm Setting. How critical is the native speaker in linguistics? Inetambu ed. The Three Circles of English. Singapore Unipress 133-142. Pavlenko, A 2003. I never knew I was bilingual. Reimagining Teacher Identities in TESOL. Journal of Language Identity and Education, 2-4, 251-268.
Pillet, Ider 1002. Passing for a Native Speaker, Identity and Success in Second Language Learning. Journal of Sociolinguistics 6 179 à 206. Rampton, MBH 1990. Displacing the Native Speaker, Expertise, Affiliation and Inheritance. ELT Journal 44 338 à 43. Truss, L 2008. 20 Hot Ducks, Why Every Ponctuation Mark Count. Putnam Publishing Group. Wiccan, Uder 1002. Generous Betrayal. Chicago, Chicago University Press. Natif, non-natif ou plurilingue, dénativiser l'enseignement des langues? Véronique Castellotti. Lui, c'est un vrai anglais, et toi t'es un français qui parle des langues. Comme on peut le constater avec cette remarque d'un enfant scolarisé en première année d'école primaire en France, Fantin 2007, les représentations des vraies langues et de leurs vrais locuteurs imprègnent le corps social dès la petite enfance. Cette conception, largement partagée dans l'ensemble du corps social, conduit à considérer comme inauthentique, tout locuteur n'ayant pas acquis naturellement la langue Q'. Il enseigne. Elle pèse donc lourdement sur les épaules des enseignants non natifs, les délégitime, voire les amène à s'auto-dévaloriser. Après avoir présenté quelques exemples, diversement situés, des représentations attachées à la catégorie de professeurs natifs, je tenterai de préciser quelques éléments constitutifs des fondements idéologiques et des implications didactiques de ces représentations dans les espaces de transmission des langues, et notamment du français. Face à ces conceptions, il s'agit aujourd'hui de déplacer le curseur pour imaginer comment les apprenants du XXIe siècle peuvent se voir proposer des enseignements de langue dénativisés, et de construire, en partant de la diversité constitutive des situations et des individus, une réflexion contextualisée dans la perspective d'une éducation plurilingue et interculturelle. 1. Natif, non natif. Des représentations récurrentes mais partiellement nuancées. La distinction entre natif et non natif est mobilisée, à divers titres et avec des formulations plus ou moins explicites, par de nombreux acteurs de la sphère de l'apprentissage et de l'enseignement des langues étrangères ou secondes et dans de nombreuses situations. Si on s'interroge sur la fonction principale de cette distinction, on voit inévitablement émerger la question de la qualité supposée de l'enseignant concerné par ce qualificatif. En effet, l'enseignant de langue natif apparaît, dans de nombreux affichages publicitaires, comme un argument imparable et évident, un gage d'excellence, voire une garantie de réussite dans l'apprentissage. Si l'on procède ainsi à une rapide analyse de quelques slogans glanés sur l'Internet, on observe quelques caractéristiques récurrentes du recours à la catégorie du natif pour vendre des cours de langue. La supériorité du natif ne se discute pas, elle va de soi. Des cours d'anglais particuliers chez vous à partir de 15 € de l'heure, préparation examen bac, TOEIC etc. Anglais tout niveau avec professeur natif, anglais tous niveaux. http://www.quelprof.com/moteur/natif plus cours plus de plus maths plus licence.htm. Elle est un plus pour l'expression orale et la conversation. Idéal pour conversation orale, révision de base, approfondissement de la langue égale, il s'adapte à vos besoins. Le plus, des professeurs natifs du pays bilingue. http://paca.kijiji.fr/c'est-court-soutien-scolaire-langue-donne-par-du-pays-w0QCADID 694466030. Et s'ajoute à d'autres qualités, comme celle d'avoir fréquenté une université réputée. Le niveau de nos enseignants. En anglais, nos enseignants sont tous natifs et diplômés des universités les plus prestigieuses, Oxford, Cambridge ou University College of London. http://www.educastream.com/la-charte-quali-des-educastream. Cette naturalisation de la supériorité incontestée de l'enseignant natif est révélatrice des images assignées de manière plus générale à l'apprentissage des langues, dont la garantie d'efficacité apparaît dans l'imagerie ordinaire et dans les messages médiatiques qui la relaient, inversement proportionnels aux efforts consentis pour se les approprier,
les meilleures méthodes étant censées être celles qui privilégient le bain, le jeu, voire le sommeil pour apprendre rapidement et mieux, Castellotti 1998. Le natif étant par excellence celui qui a appris, ou plutôt acquis, sans peine, on peut imaginer qu'ils transmettent de la même manière par osmose ou par contagion. Dans les propos des apprenants et des enseignants, l'image du natif et en négatif, celle du non-natif, occupe aussi une place de choix et la plupart de ceux-ci, quel que soit leur âge, leur niveau ou leur environnement d'apprentissage, ont une opinion assez tranchée sur les avantages supposés de ces deux catégories d'enseignants de langue. Ils relèvent généralement d'une dissociation entre les capacités de type communicatif, pour les natifs, et celles plutôt centrées sur la dimension métalinguistique, pour les non-natifs, comme l'explique très clairement un lycéen français, interrogé lors d'une enquête sur les représentations de l'apprentissage des langues. Pour apprendre une langue étrangère, on devrait avoir 2 professeurs pour un seul cours. Exemple, un prof anglais et un prof français afin de bien voir grâce au prof anglais l'accent, comment parler, et grâce au prof français de bien nous expliquer. Castellotti, 1997 sur 228. Mais certains penchent de manière beaucoup plus massive d'un côté ou de l'autre, selon les contextes d'appropriation en particulier. Ainsi, Martine de Rivry-Plard 2008 insiste notamment sur la différence liée à la répartition des enseignants selon le statut institutionnel, non institutionnel des enseignements de langue, qui entraîne des points de vue contrastés pour les bénéficiaires, les seconds apparaissant davantage demandeurs d'enseignants natifs. Cela gagnerait probablement à être croisé avec un autre axe de différenciation, constitué par les environnements homoglottes versus alloglottes. En effet, les apprenants allant étudier la langue dans un pays où elle est couramment pratiquée le font justement en arguant du fait que la communication avec des natifs, en particulier leurs professeurs, sera particulièrement bénéfique pour acquérir in vivo les caractéristiques, notamment pragmatiques et phonétiques-phonologiques, de la langue en question. Cette distinction contextuelle est corroborée par d'autres exemples. Ainsi, des témoins interrogés sur la possibilité qu'une personne faisant montre d'un accent non natif puisse leur enseigner le français expriment leur plus ou moins grande gêne vis-à-vis de cette possibilité selon qu'ils auraient un niveau plus ou moins avancé en français. En résumé, on peut s'accommoder d'un non-natif lorsqu'on est débutant, c'est plus délicat ensuite. Ils insistent aussi sur le fait qu'un professeur doté d'un tel accent ne peut être accepté qu'en dehors d'un pays francophone. Si je suis en Colombie, ça fait L'. À faire, mais en France ça existe pas si qu'un enseignant comme ça, Castellotti 2008 sur 44. On retrouve donc ici, de la part d'adultes cultivés et parlant plusieurs langues, le même type d'opinion que chez le jeune enfant cité au tout début de cet article. On n'est pas un vrai locuteur et donc pas un professeur de langue authentique, lorsqu'on pratique une autre langue que celle pour laquelle on apparaît totalement légitime, celle dans laquelle on a construit ses premières expériences de socialisation. Dans des environnements scolaires alloglottes, les avantages des enseignants non natifs sont plus souvent mis en valeur, en particulier par les enseignants ou les responsables pédagogiques, qui insistent sur la formation pédagogico-didactique, sur l'expérience construite par les non-natifs dans leur propre apprentissage de la langue qu'ils enseignent et sur leur meilleure intégration des habitudes éducatives locales, comme en témoigne ce point de vue d'un enseignant australien. The way of teaching is real different, there is a particular method of teaching a language so we have significant problems with native teachers. Because the way they were taught is so incredibly different that they can get it out their head, so they are not used to group work, they are not used to pair of work, not used to keep moving between stations, they are not used not to use a textbook. Cité par Doucet en cours. Certains rejoignent ainsi la proposition du lycéen français cité supra. So the ideal combination is something like... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.